Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le savez-vous? Aujourd'hui, je voudrais continuer à partager avec vous quelques réflexions à propos de culture de la qualité. Mais avant, un petit résumé des épisodes précédents. La qualité nouvelle se construit sur l'instauration de comportements et d'attitudes orientés clients. Cette culture est d'abord celle d'une relation de type client et fournisseur en interne qui doit se déployer en dirigeant ses efforts pour satisfaire au mieux les attentes des acteurs des processus de réalisation qui créent la valeur ajoutée pour les clients. Elle doit inclure le respect de l'autre. L'idéal qu'il faudrait viser en matière de performance des entreprises est que chaque équipe, chaque composante de réalisation soit dotée d'objectifs négociés avec la direction générale et qu'elle soit pourvue des pouvoirs nécessaires pour les atteindre. C'est le principe des équipes autonomes. Ainsi, la structure dirigeante serait réduite au minimum et les processus de support ne serviraient qu'à aider les dites équipes à produire en quantité et en qualité. Cette notion d'autonomie n'est pas simple, car elle réduit fortement la hiérarchie, laquelle tient souvent à son statut et à sa fonction. Et pourtant, il n'y a pas de possibilité de se développer dans un monde VUCA, rappelez-vous l'acronyme qui signifie volatile, incertain, complexe et ambigu, si les équipes, et par conséquent les individus, ne disposent pas de pouvoir pour prendre des initiatives. Les membres d'une équipe autonome doivent être autorisés à décider sans en référer à leur hiérarchie, c'est-à-dire à leur N+1. Dans cette même logique, ils doivent pouvoir dépenser et investir sans autorisation. C'est le principe de subsidiarité, maxime politique et sociale, qui concède à chaque niveau d'un organisme la possibilité de régler ses propres problèmes. C'est risqué, me direz-vous. Oui, et cela ne peut s'instituer du jour au lendemain. C'est une approche qu'il faut engager étape par étape, en commençant peut-être par donner aux équipes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs problèmes. La résolution des problèmes est un sujet que nous connaissons bien, et chaque équipe doit identifier et enregistrer les non-conformités et les événements indésirables que l'on désire voir disparaître. En règle générale, cette étape est accomplie. La difficulté réside dans la résolution du problème. Les équipes savent engager des méthodologies pour analyser les causes et pour établir un plan d'action, mais très souvent, leurs compétences s'arrêtent à cet instant. La réalisation du plan d'action dépend alors des services techniques qui doivent ensuite demander des autorisations de dépenses pour que le plan devienne effectif. On connaît la lenteur des réactions dans ce genre de situation, en admettant déjà que les actions en question soient validées, ce qui n'est pas toujours le cas. La première étape consisterait par conséquent à donner un budget aux équipes pour investir dans la résolution de leurs problèmes. Ils pourraient alors, soit en interne, soit en faisant appel à l'aide des fonctions support, se procurer les éléments nécessaires à l'amélioration. Ceci dit, il existe une autre difficulté à traiter qui est celle d'impliquer d'autres équipes dans la mise en œuvre du plan d'action. En effet, il arrive fréquemment que les causes des problèmes vécus dans une équipe soient générées par des éléments exogènes, autrement dit par des données d'entrée en provenance d'autres services. Dans ce cas, on fera appel à la compréhension des dix services qui auront à notre égard une oreille attentive puisque nous sommes leurs clients et que cette part de la culture est déjà acquise. Sur ce, je vous salue et vous donne rendez-vous pour le dernier épisode de cette saga consacrée à la culture de la qualité. Il aura pour titre l'excellence. Je vous remercie de votre attention et soyez indépendants.